Merci beaucoup Pierre, merci de ton accueil ici, merci à tous d'avoir libéré un peu de temps ce soir pour venir écouter cette discussion sur Macron. Et d'ailleurs, votre simple présence prouve que vous n'avez pas perdu tout espoir, parce que si c'était le cas, vous ne seriez assurément pas là. Je vais vous parler très humblement, puisque je ne suis pas du tout un spécialiste du personnage, au-delà du militant que j'ai été, que je suis encore. Et d'autres sont bien mieux fondés que moi pour analyser ce qu'est Macron. Il me semble néanmoins qu'on peut peut-être le comprendre par trois biais. D'une part, par ceux qui lui ressemblent et ceux qui l'attirent à titre politique. D'autre part, avec quelques éléments de personnalité, n'étant pas psychiatre, même si je crois que son cas relève assez largement de la question et de la spécialité psychiatrique. Il me semble qu'il y a 2-3 choses à dire qui n'ont pas été soulignées encore dans le débat public sur Macron. Et enfin, surtout, ce qu'il dit de l'époque, ou plutôt ce que l'époque dit de lui. Bon, hier, on a observé 9,5 millions de Français qui se ruent sur Macron dès le premier tour, et qui se ruent, à mon sens, et ça le définit en partie, sur lui, tous pour de mauvaises raisons. Pourquoi vote-t-il Macron, ces 9,5 millions d'imbéciles? Et entre nous, on peut se le dire. Certains estiment que c'est leur intérêt de classe. Macron va renflouer leur portefeuille, ou du moins s'assurer de ne pas le vider. Et pourtant, 1000 milliards de dettes à la fin du quinquennat, 15 000 euros par Français, une année de SMIC, une soviétisation complète de l'économie, puisqu'on a mis tout le monde sous perfusion et qu'on a acheté le silence des Français à coup d'aide publique. Évidemment, je vous renvoie aux analyses de notre ami Guy de la Tourelle, Guy de la Fortelle, pardon, autant pour moi, sur la dimension de prédatrice, en fait, de prendre de l'argent public pour l'envoyer vers le privé, tout en croyant que c'est le privé qui a réussi à générer de la valeur. En réalité, il n'y a plus de valeur qui est générée. On a simplement piqué dans une caisse pour la donner aux autres, et en donnant l'illusion que ces gens-là étaient les auteurs de leur propre succès, ce qui déjà, vous voyez, trace un fil rouge sur la personnalité d'Emmanuel Macron, qui, dans sa psychologie, a beaucoup construit cette idée d'un homme sans ascendant, en effaçant le père, en effaçant la mère. Oui, mais le père et la mère ne s'appellent peut-être pas Monsieur et Madame Macron, ils s'appellent Jacques Attali, ils s'appellent Alain Minc, ils s'appellent, j'en discutais ce midi avec André Berkoff, ils s'appellent François Pinault, dont la seule demande au moment de l'élection de François Hollande, en 2012, a été de placer Emmanuel Macron au secrétariat général de l'Élysée. Donc les libéraux. Ensuite, vous avez les républicains, sensibles au théâtre antifasciste. Ces gens-là revendiquent un attachement à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. Et pourtant, si vous êtes ce soir parmi nous, c'est que vous avez bien compris que Macron était fondamentalement l'ennemi de ces trois principes. Et d'ailleurs, peut-être que certains d'entre nous ont découvert ou se sont même mis à aimer, chose étonnante, puisque ce n'est pas forcément notre prisme initial, les valeurs de la République à l'occasion de cette crise, quand la liberté, l'égalité, la fraternité ont été à ce point bafouées. Donc, pareil, contresens total, inversion accusatoire, on se dirige vers le tyran au nom de la dénonciation d'un fascisme imaginaire, et c'est évidemment ce à quoi nous aurons droit pendant les 2 prochaines semaines. Et enfin, un point, parce qu'on ne peut pas se l'épargner, évidemment, il s'agit d'un jugement global et pas d'un jugement individuel, puisque les boomers sont les grands-parents que nous aimons, mais un vote massif de l'électorat dit boomer en faveur d'Emmanuel Macron, cet électorat qui semble avoir oublié qu'il a été profondément maltraité durant la crise sanitaire, 50 plus et c'était EHPAD, Rivotril, cet électorat qui sera le premier à être ponctionné au moment où l'oligarchie viendra puiser dans les caisses
de l'épargne des Français pour pour éponger la dette Great Reset, et pourtant cette conviction d'être protégé par Emmanuel Macron. Et donc tout ça, ça nous dit quoi? Ça nous dit que déjà Emmanuel Macron, il transpire la perte totale des repères. Les mots n'ont plus de sens, les principes sont pervertis, ils ont été retournés, et Macron capte, avec des mécaniques assez classiques en fait, d'attention sélective, l'oreille des uns et des autres. Aujourd'hui, il se met à citer Jaurès. C'est véridique, hein, j'ai vu ça justement venir. Il se met à citer Jaurès. Il pourrait demain évoquer une amitié quelconque avec Alain Finkielkraut sans que si vous voulez, la dichotomie, ou plutôt la contradiction, apparaisse. Sur le deuxième volet, qui est le volet psychologique, juste un point rapide, parce qu'il n'a jamais été souligné, en tout cas à ma connaissance, même si je n'ai pas forcément lu beaucoup de livres sur Emmanuel Macron, mais il me semble que c'est fondamental. Emmanuel Macron est un enfant de remplacement. La maman d'Emmanuel Macron, juste avant sa naissance, a eu une autre naissance qui s'est terminée par une fausse couche. Emmanuel Macron arrive juste après. Je ne sais pas comment devait s'appeler l'enfant, mais si le premier eût dû s'appeler Emmanuel, ça ne m'étonnerait qu'à moitié. Et donc voilà un petit garçon qui, pour chercher l'amour inconditionnel, est obligé au travestissement et à la contorsion. Et 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, on retrouve ça en permanence chez Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il y a une part sans doute de calcul dans son travestissement pathologique. Il y a sans doute aussi une dimension personnelle, psychanalytique, la volonté d'être celui que son interlocuteur voudrait qu'il soit, parce que le croitier, c'est le seul moyen qu'il a d'être aimé. Je ne m'étends pas plus là-dessus, parce que je ne suis pas psychanalyste, mais je crois fondamentalement que c'est un trait de personnalité qui explique beaucoup de choses chez Emmanuel Macron, qui explique aussi la perversité dont il fait montre, à savoir d'accéder à l'autre par le seul biais de la manipulation et du mensonge, puisque il se devine, il se croit, c'est le traumatisme initial, incapable d'être aimé pour ce qu'il est profondément. Enfin, ce que dit Emmanuel Macron de l'époque, en réalité, Emmanuel Macron n'a pas d'intérêt en lui-même, d'une certaine façon. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand un pays se donne aussi complètement à un homme dont il apparaît à tous qu'il ne va pas bien, on peut s'interroger sur l'homme, on peut finir par se questionner sur le pays. Pourquoi les Français ont la passion de ce personnage sinistre? Pourquoi, après 5 années de maltraitance contre les gilets jaunes, contre les non-vaccinés, contre les retraités d'ailleurs, contre toutes ces catégories aussi sociales modestes, pourquoi il y a encore 30% de l'électorat qui s'offre à Emmanuel Macron? Perte complète des repères. Il y a une mécanique d'emprise. D'ailleurs, j'étais assez surpris de voir, notamment au moment de la crise sanitaire, que les premiers militants, souvent contre le pass, étaient des gens qui avaient connu eux-mêmes dans leur vie personnelle une mécanique d'emprise. C'est-à-dire de quelqu'un qui leur explique non, il fait 30 degrés dehors et il fait complètement jour. Et vous savez bien que ce qu'il dit n'est pas véritable, mais vous ne pouvez pas croire autre chose que ce qu'il vous dit. Et donc il y a cette emprise collective, facilitée par la perte de repères, facilitée par un rapport complètement relatif à la vérité, et facilitée par le monde qui a permis Emmanuel Macron, à savoir la propagande, ça a toujours existé en politique, mais la propagande à l'échelle planétaire est complètement massifiée par les réseaux sociaux et la télévision. Enfin, peut-être un dernier point, et pardon pour ce propos légèrement décousu, mais je crois qu'au fond, Emmanuel Macron incarne aussi une forme de fantasme, c'est-à-dire que dans une époque de désindividuation, de pauvreté de la vie intérieure, au fond, les aspirations de tout un chacun se rattachent à un aspect purement extérieur de l'individu, other-directed. Vous savez,
c'est peut-être chez toi d'ailleurs que j'ai vu ça, hein, Pierre-Yves. Macron, c'est la première génération d'hommes à être né dans une poussette et pas être né dans un landau. Et donc il y a un fantasme de projection sur ce qu'il est, avec ce narcissisme total d'un être qui serait le produit de ses propres efforts, sans ascendance, sans descendance. Et je crois que, au fond, ce personnage nous interroge plus sur nous-mêmes que sur lui-même. Je crois aussi que les mécaniques d'emprise cessent un jour et que ce qui nous paraît aujourd'hui comme une situation de fait absolument inextricable sera dans un temps prochain, plus ou moins lointain, mais derrière nous. Et enfin, et là j'ai vraiment terminé, on peut avoir des réserves, enfin, ce que je dis reste entre nous, mais on peut avoir des réserves sur la candidate qui est opposée aujourd'hui à lui, mais vu la gravité de la situation et l'état mental du personnage, il me semble qu'on ne peut pas se payer le luxe aujourd'hui de faire des fines bouches et de dire que on signe pour un nouveau quinquennat et puis on verra bien dans 5 ans. Merci à tous. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.